Bien. Donc on a effectivement le grand plaisir d'accueillir Sylvie Willens, qui est responsable du département de neuropsychologie d'adultes à Liège. Et j'avais envisagé au départ une toute autre introduction, mais Sylvie a des qualités humaines qui sont à la hauteur de ses compétences neuropsychologiques et cliniques. Et donc, pour respecter sa grande modestie, je ne l'introduirai que de cette façon et on va tout de suite l'écouter. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci d'avoir respecté mes volontés et merci à Vincent de m'avoir invité ici dans ce très joli endroit. Je suis vraiment contente d'être parmi vous et je ne pouvais évidemment pas refuser cette invitation puisqu'on a eu de nombreuses aventures neuropsychologiques ensemble ces derniers temps. Donc c'est vraiment un plaisir d'avoir accepté d'être ici pour vous parler d'abord de l'évaluation de la mémoire épisodique. Alors je vais organiser ma présentation en 3 temps. Dans un premier temps, je vais faire un petit rappel théorique. Alors je vous rassure, je serai assez rapide sur ce volet. Et puis nous allons nous attarder sur les processus qui sont en jeu dans l'encodage et la récupération d'événements personnellement vécus. Et puis, j'aborderai avec vous quelques paradigmes qui sont en cours de réflexion pour l'évaluation de cette mémoire d'événements personnellement vécus. Alors, j'aurais pu commencer ma présentation en vous demandant, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait avant-hier soir après le souper et quelle est la capitale de la Belgique. Et vous auriez trouvé cette introduction un peu banale, hein, parce que vous auriez tout de suite compris que je faisais référence à cette distinction que l'on fait entre mémoire épisodique et mémoire sémantique. Alors ça vous paraît banal à vous, mais il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était peu de temps avant ma naissance, c'est pour ça que je dis que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une distinction qui était totalement novatrice. Et Handel Tulving, que vous voyez ici avec cette somptueuse photo, a été vraiment considéré comme étant un grand prophète. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Handel, quand il a proposé cette distinction, il n'avait pas du tout la volonté de proposer 2 systèmes de mémoire séparés. Il voulait plutôt proposer un cadre conceptuel qui nous aidait à mener nos recherches, et ça a été une véritable réussite, puisque après ces premiers travaux, on a eu un boom de recherches qui ont essayé de caractériser la mémoire épisodique en contraste de la mémoire sémantique. Alors, selon Handel Tulving, première caractéristique de cette mémoire épisodique, c'est qu'elle est organisée d'une façon tout à fait particulière. Elle est organisée d'une manière contextuelle plutôt que conceptuelle. Autrement dit, c'est comme si sur votre ordinateur, vous aviez des dossiers avec tout ce que vous avez fait là maintenant le jour, un dossier de patient, une présentation PowerPoint, et plutôt que d'organiser votre ordinateur avec des dossiers thématiques en fonction du type de travail. D'accord ? Et sur une tâche classique, comment ça s'exprime ? Eh bien, simplement avec une tâche très classique que vous connaissez bien, on va voir dans les rappels des grappes de mots qui vont apparaître, en tout cas au départ. Et ce qu'on va voir également apparaître, c'est que, par exemple, donner le mot tenaille va beaucoup plus indicer raisin que de donner le mot groseille. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet de contiguïté temporelle qui est très très fort. Et donc ça, c'est vraiment un des marqueurs, selon Tulving, de la mémoire épisodique. Alors, il y a eu plein de travaux, et puis il y a ces caractéristiques qui en sont sorties pour caractériser cette mémoire épisodique, cette mémoire d'événements personnels, avec ce contenu qui est spécifique, unique. Alors, le côté unique est un peu remis en question. Du contenu situé dans le temps, dans l'espace, et quand on le récupère, ce contenu, on a cette fameuse conscience autonoétique, hein, qui est ce sentiment de revivre l'expérience avec une vivacité plus ou moins photographique, et ce sentiment de revivre l'expérience à la première personne. Et ces milliers d'expériences ont amené à ces modèles que vous connaissez par cœur, hein, avec cette distinction forte entre mémoire épisodique par rapport aux autres systèmes, mémoire sémantique, etc. Alors peut-être que vous êtes moins au courant des débats actuels, mais cette distinction forte entre mémoire sémantique et mémoire épisodique est un peu remise en question, avec cette idée que finalement les choses ne sont pas aussi simples, pas aussi dichotomiques, on a autant de dissociations intra-systèmes que des dissociations entre. Et donc maintenant, il y a certains auteurs qui vont proposer par exemple des visions beaucoup plus dimensionnelles,
avec cette idée que toute récupération en mémoire, finalement, est une récupération de plusieurs types d'informations qui vont pouvoir être catégorisées sur des axes qui sont en fait des continuums. Alors, je vous ai mis ici le modèle de David Rubin, qui est un modèle important à l'heure actuelle, qui propose de catégoriser chaque information sur 3 axes. Est-ce que l'information fait référence à soi? Est-ce qu'elle est implicite, explicite? Est-ce qu'elle contient une scène reconstruite avec plusieurs éléments? Alors, juste très très vite, on peut récupérer des scènes, des informations spatiales, mais qui ne sont pas autoréférencées. Donc, des scènes non autobiographiques. Par exemple, moi, je me souviens très bien de scènes du Titanic, et pourtant, je vous assure, je n'ai aucun souvenir du moment où j'ai été voir ce film, d'accord? Mais je vois bien Kate Winslet sur la proue du bateau et ce genre de choses. Je peux vous donner une information dans le même plot abstrait, donc sans scène, mais autobiographique. Je n'aime pas ce genre de film hollywoodien. Je dis ça parce que ça fait un peu mieux. Et puis, je peux vous donner dans le même récit une information autobiographique avec la scène. J'aime pas ce genre de film, mais je vous avoue que je fais souvent ma Kate Winslet quand je suis sur un bateau. Je l'ai encore fait en décembre en Zélande sur un gros paquebot pour relier 2 îles. D'accord? Donc vous voyez un peu cette notion. Et cette vision avec beaucoup plus de nuances, on la retrouve également dans ce modèle que normalement vous connaissez bien de Martin Conway, qui est certainement le modèle le plus abouti à l'heure actuelle et qui sert de cadre de référence encore à pas mal de recherches. Alors, je ne vais pas m'attarder, je vais juste rappeler quelques éléments qui sont vraiment indispensables. Premier élément, de nouveau, un souvenir épisodique, un souvenir d'événements personnels. C'est quoi? C'est un ensemble d'éléments épisodiques. Alors, Martin Conway met fort l'accent sur les aspects perceptifs, un peu moins spatial, notion de scène de Rubin, mais on s'en rapproche, et d'un cadre conceptuel. Donc pour lui, chaque chaque souvenir est une reconstruction épisodique et sémantique. Et on le retrouve bien avec sa définition des souvenirs autobiographiques épisodiques qui sont une construction sur la base de souvenirs épisodiques et de connaissances conceptuelles qui sont organisées de façon hiérarchique, du grand récit de vie aux événements généraux. D'accord? Donc tout ça, vous le connaissez. Alors, quel que soit le modèle théorique, et il y en a beaucoup à l'heure actuelle, il y a pas mal de débats, il y a au moins un point sur lequel il n'y a pas de désaccord, c'est que cette mémoire d'événements personnels est extrêmement fragile. On va retrouver des déficits dans énormément de populations cliniques. Alors, ce que vous avez peut-être moins en tête, c'est qu'on retrouve aussi des difficultés chez des personnes qui n'ont pas de troubles neurologiques. On a plus ou moins 10% de la population qui ont des plaintes parfois sévères de la mémoire épisodique personnelle. Alors, à l'heure actuelle, comment on l'évalue? On a 2 choix. On peut aller chercher les tâches de mémoire autobiographique pour analyser les éléments plus épisodiques dans les rappels, ou alors on a ces tâches que l'on connaît parfaitement, ces tâches liste de mots ou liste d'images. Alors vous vous rendez bien compte qu'on est un peu loin des conceptions actuelles. Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de contexte, ou en tout cas le contexte, il ne doit pas être reconstruit parce qu'il reste le même entre l'encodage et le rappel, avec un clinicien qui reste le même dans le même bureau, en train d'administrer ces tâches. Alors, est-ce que c'est problématique? Marshall van der Linden a passé des années à dire oui, c'est problématique, parce qu'il y a un écart terrible entre les résultats au test de mémoire et le fonctionnement rapporté dans la vie quotidienne. Et ça se reflète dans les études. Par exemple, si on regarde les corrélations entre les plaintes auto-rapportées et les résultats, c'est extrêmement variable. Ça va de corrélations qui ne sont pas significatives. Alors souvent on dit oui, mais bon, les patients ils ne s'évaluent pas bien. On est en train de faire une méta-analyse avec une doctorante là pour l'instant. Ce qu'on remarque, c'est que les patients qui ont les difficultés les plus sévères sont ceux qui s'évaluent le mieux. Et les corrélations les plus faibles, on les retrouve entre autres chez les personnes saines qui n'ont pas de problème de prise de conscience. Donc tout ça, c'est à réfléchir. Et autre argument, c'est qu'on a des personnes qui ont des difficultés dans la vie quotidienne de mémoire autobiographique épisodique et qui pourtant ont des scores tout à fait dans la norme à notage classique. Alors, pour comprendre cela et pour voir pourquoi on a un tel écart
tâche et le fonctionnement de la mémoire épisodique, on peut aller regarder les différents processus impliqués et pouvant être altérés. Alors classiquement, on commence par l'encodage, consolidation, récupération, vous connaissez ça par cœur. Je vais juste rajouter une petite étape, la perception. D'accord? Et on va faire un petit zoom sur cette perception. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours? Eh bien, on se lève le matin et on va être face à un flux continu et dynamique d'interactions qui commence à 6 heures quand on se lève et qui se termine quand on va faire dodo. Et pourtant, qu'est-ce qu'on va avoir en mémoire? Des clichés plus ou moins statiques, plus ou moins dynamiques, ça dépend des personnes, de ce flux continu de l'information. Donc on va avoir des clichés, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va passer son temps à découper, à segmenter l'information en entités cohérentes. D'accord? Donc on va passer notre temps à découper des événements, on appelle ça des unités d'expérience qui vont pouvoir être encodées dans notre mémoire. Comment on fait? Eh bien, en fait, il faut savoir qu'on a un cerveau qui déteste l'incertitude et qui va passer son temps à faire des prédictions sur qu'est-ce qui va arriver ensuite, sur le décours des événements, et qui va analyser les informations qui nous arrivent au niveau sensoriel, qui va repérer les erreurs, et quand il y a des erreurs, il va y avoir une mise à jour de nos prédictions. D'accord ? Ces erreurs de prédiction, elles vont être enclenchées par des changements d'objectifs, des changements de tâches, des changements de lieu, des changements de personnes. Il y a des centaines d'études qui se sont intéressées à voir quand il y a des frontières qui sont perçues en fonction du type de matériel et du type de changement. Donc là, on commence à avoir une perception assez solide de ce principe de segmentation. Et ce que l'on voit, c'est quand il y a la perception d'un fin d'événement, dû à une erreur de prédiction, eh bien, il y a toute une série de changements qui vont se passer. Alors, je vais très vite là-dessus. On va avoir un accroissement de la tension externe, on va avoir une augmentation des saccades oculaires et on va avoir aussi, après la perception d'un changement d'événement, une hausse de l'activité de l'hippocampe. Alors, un effet qui est pas mal, c'est que cette segmentation que l'on peut évaluer en simplement montrant des vidéos, en demandant à la personne d'appuyer sur le clavier chaque fois qu'elle perçoit un changement dans l'événement. Donc cette segmentation prédit la qualité du rappel. Plus on segmente de façon cohérente, plus on aura un rappel qui sera riche et détaillé. Moins on segmente, plus le souvenir va être compressé et va être pauvre. Et ce qu'on observe, c'est par exemple chez les patients traumatisés crâniens, mais il y a d'autres aussi populations qui ont été étudiées, c'est que la segmentation, elle est moindre, elle est moins cohérente, donc les personnes ne perçoivent pas les frontières comme les personnes tout venant, et cela, ça va être un prédicteur très important de la performance de mémoire des événements vécus. Donc ça, c'est une donnée qui est assez bien reproduite. Alors pourquoi la segmentation prédit la mémoire? Eh bien simplement, il y a plusieurs hypothèses, donc c'est pas simplement, je vais être un peu caricaturale. Après la fin d'un événement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir repenser à l'événement. Et c'est pour ça qu'on a sans doute cette activation hippocampique qui se fait après la perception d'une frontière. Par ailleurs, ça va nous permettre d'organiser les événements de notre journée et de certaines périodes de vie avec les événements qui ont certaines similarités et parfois même fusionner certains événements qui ont un certain nombre de similarités communes. Alors passons maintenant à l'encodage. Donc on voit que la segmentation, elle peut être altérée et pour cela, ça nécessite de tester la mémoire d'événement pour pouvoir le mesurer. Alors passons à l'encodage. Une fois que l'événement est découpé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lier les différentes informations, vous le savez, faire du binding entre les événements. Et là, on a cet hippocampe qui est une sorte de colle superglue extrêmement rapide qui va associer les informations de l'événement. L'hippocampe agit quand il y a deux et plus d'informations qui sont à associer. Et donc, on peut associer toute une série d'informations qui sont très importantes. Et Rubin, encore, va nous dire, attention, c'est surtout l'espace qui est important et qui va donner cette impression de revivre l'événement par la suite. Si je vous demande de me raconter votre dernier Noël, si vous arrivez à vous voir
sur cette table avec les différents convives, vous aurez ce sentiment de vous souvenir. Si par contre vous avez juste un peu le récit sans cette image, eh bien vous aurez l'impression de me raconter votre Noël sur la base de schémas un peu conceptualisés de vos différents Noëls. Alors ce binding, vous le savez, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va permettre à différents souvenirs qui partagent des similarités de ne pas trop se chevaucher et de pouvoir les distinguer. Alors ici, juste pour frimer, je vous ai mis 2 souvenirs de vacances avec première séance de surf qui était géniale, la dernière où j'ai eu la peur de ma vie. Pour du vrai, j'ai eu la peur de ma vie tout le temps, j'étais dans l'eau à côté de ma planche tout le temps. Mais ça faisait mieux de mettre ainsi. Donc c'est vraiment important de récupérer des détails pour pouvoir discriminer ces différents souvenirs, partageant différentes particularités communes. Et qu'est-ce qui se passe quand un patient n'arrive pas à associer des détails? Eh bien, il y a du chevauchement, il y a des difficultés à discriminer les différents épisodes et il y a une perte de confiance en son souvenir. Et donc, on a des patients qui vont vraiment se mettre en retrait et on sait bien, la mémoire, c'est un outil social, c'est ce qui va nous permettre de parler de nous, d'échanger des informations. Et à partir du moment où on n'arrive plus à discriminer nos différents souvenirs, eh bien, on perd confiance en ses propres souvenirs et donc on partage moins sur soi. Alors, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que l'hippocampe, il ne va pas juste associer des informations sensorielles, les informations spatiales, etc. Il va aussi associer les informations conceptuelles. Et là, on rejoint Martine Conway, avec des souvenirs qui ont ces informations sensorielles, mais qui ont également des informations conceptuelles. Donc je reviens avec cette distinction qui est beaucoup floutée là maintenant entre sémantique et épisodique. Et ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a des différences interindividuelles très très fortes avec des personnes qui vont avoir tendance à encoder beaucoup d'informations qui vont constituer le cadre, et d'autres qui vont être très sensorielles. On peut le voir dans la narration de nos amis, ceux qui vont vous rappeler le sable chaud entre les orteils et ceux qui vont plutôt vous dire « Ouh là là, j'étais sur un resort, sur une plage, mais juste à côté, il y avait un bidonville. » Donc on a vraiment des styles de récit et qui évoluent dans le temps et qui évoluent selon les cultures. Donc là, on a vraiment des différences de poids donnés à l'importance entre ces différents éléments qui vont faire intervenir différentes régions de l'hippocampe. On voit qu'il y a vraiment une spécialisation de l'hippocampe sur l'axe longitudinal, avec la partie antérieure qui est plus responsable du lien avec les informations, les connaissances antérieures, et l'axe postérieur qui va plutôt sur les éléments de l'événement qui est vécu. Qu'est-ce qui se passe quand on a un problème de binding? Il se passe ce qui est arrivé pour ces personnes que vous connaissez parfaitement bien. Si vous ne les reconnaissez pas, vous pourrez en discuter sur le temps de midi. Alors ça, ces cas-là, voilà, c'est des cas évidents, mais il faut savoir que, évidemment, on a toute une panoplie de situations avec des personnes qui vont avoir des difficultés à lier certaines informations spécifiques. Certaines personnes, ça va être le temps. Certaines personnes, ça va être les images. C'est le cas de la fantasy, avec ces personnes qui ont des difficultés à générer des images visuelles et qui vont avoir des souvenirs épisodiques sans images visuelles et des plans très importants dans la vie quotidienne malgré l'absence de déficit à notage. La consolidation, je vais y passer très vite. Je voulais vous rappeler que c'est un mécanisme qui est très complexe. Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de processus qui sont évoqués et en tout cas une temporalité qui va prendre du temps. On a cette colle cognitive qui va agir très 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 vite, qui va être suivi de liaisons avec différentes régions du néocortex et différentes liaisons inter- et intra-régions. Ça va prendre un peu plus de temps. Et puis on va avoir des mécanismes qui vont durer des semaines, des mois, des années, où des souvenirs vont être récupérés, transformés, réencodés. On a cette théorie de multiples traces. Et puis, ce qu'on est en train de découvrir depuis 10 ans, c'est qu'on va avoir là-dessus un effet de la mémoire collective qui va être extrêmement puissant, avec des souvenirs qui vont être consolidés parce qu'ils sont validés par la communauté, et puis d'autres qui vont être oubliés. Donc il y a vraiment beaucoup de mécanismes au niveau biologique, mais au niveau social, qui vont amener à certains souvenirs à se consolider plus ou moins fort.
Et je terminerai, et bien évidemment, hein, dans cette consolidation, et on ne l'évalue pas avec nos tâches de 20 minutes, 30 minutes, ce qui nous amène à passer à côté de certaines difficultés avec des personnes qui vont avoir une performance immédiate dans les normes ou quasi dans les normes, mais qui, s'ils sont évalués après plusieurs jours, vont montrer un déclin très marqué de leur mémoire avec cet oubli accéléré à long terme qu'on a bien décrit là maintenant depuis un certain temps chez les patients épileptiques, avec plutôt les épilepsies temporales, mais pas que, mais aussi dans d'autres populations cliniques. Alors la récupération, vous le savez, on peut être dans des mécanismes associatifs quand l'indice recouvre la trace en mémoire, mais la plupart du temps, on va être dans des mécanismes reconstructifs. Et c'est le cas avec cette situation un peu sévère. Si je vous demandais que faisiez-vous le 14 mars, je vous propose de temps de midi d'essayer de retrouver la réponse, et je suis sûre qu'il y aura au moins 10% d'entre vous qui trouveront la réponse. Qui va nécessiter de reconstruire un contexte de récupération qui nous permettra d'aller par des mécanismes plus associatifs ensuite de récupérer le souvenir. Et selon Conway, on va agir de façon hiérarchique, on va aller chercher des informations plus larges et puis on va aller plus en finesse dans les informations conceptuelles pour aller activer le souvenir épisodique. Et au niveau cérébral, on a quelques données qui vont dans ce sens-là, avec d'abord une activation de l'hippocampe antérieur avant l'hippocampe postérieur. Donc d'abord la recherche d'informations conceptuelles qui nous permet d'aller chercher les détails. Et ce mécanisme, il peut être déficitaire. Vous le savez, parce qu'on est face à un patient qui a des difficultés exécutives ou des difficultés de mémoire de travail, mais également, il y a aussi des patients qui ont des difficultés plus spécifiques à aller chercher les informations, le cadre conceptuel, pour aller chercher les informations épisodiques. C'est le cas de cette patiente CR décrite par Conway, qui était incapable de récupérer des souvenirs des événements personnellement vécus, mais si on lui montre des photos obtenues par une CESCAM, donc ce petit boîtier qui fait des photos tout au long de la journée, toute l'information pouvait rejaillir très rapidement. Et alors, il ne faut pas oublier la phénoménologie, qui est vraiment extrêmement importante. Selon Martin Conway, c'est l'hippocampe, ou d'autres auteurs, ça va être les régions pariétales, il y a plein d'hypothèses, mais quoi qu'il en soit, cette phénoménologie, ça va être le marqueur du fait qu'on est bien en train de se souvenir et pas en train de rêvasser, d'imaginer ou de récupérer une simple connaissance de quelque chose qu'on n'a pas vécu personnellement. Et cette phénoménologie, elle peut être également biaisée. J'ai eu le cas d'une patiente, par exemple, qui, elle, avait ce sentiment de déjà vécu, qu'on connaît bien, réactivé par toute information spatiale stéréotypée. Et donc ce sentiment d'avoir déjà vécu toute une série de situations et d'être victime de machinations. À l'inverse, on a ce patient RB décrit par Klein qui, lui, était capable de récupérer des scènes, des informations, mais avait ce sentiment que ses souvenirs n'étaient pas les siens. Et cette phénoménologie, elle est extrêmement complexe, ce n'est pas juste des sentiments plus ou moins vivaces. Et là, on a une équipe au Danemark, pilotée par Bernstein, qui nous montre que finalement, la phénoménologie qui accompagne nos souvenirs d'événements personnels, elle va avoir plusieurs facettes. Cette impression d'avoir une histoire de vie, une histoire cohérente, mais également la vivacité, le fait de récupérer une scène. Et on peut avoir des atteintes dissociées de ces différents éléments phénoménologiques. Un patient aphantasique, par exemple, aura encore le sentiment de cohérence, mais n'aura pas le sentiment de vivacité. Donc en synthèse, on peut avoir énormément de difficultés amenant à des difficultés d'événements personnels. Évidemment, des difficultés qui ne sont pas évaluées avec ceci. D'accord ? Donc on a un vrai problème. Alors quelles sont les différentes pistes d'évaluation à l'heure actuelle ? Je vais juste en aborder 3 qui me semblent intéressantes. Il y a plus que ça dans la littérature, mais c'est 3 pistes un peu prototypiques. On a différentes équipes de recherche et de cliniciens qui travaillent sur la réalité virtuelle. C'est le cas, par exemple, de Sylvie Belleville à Montréal ou Pascal Piolino, qui a énormément de chercheurs qui testent la mémoire épisodique à l'aide de quartiers dans lesquels on va demander à la personne de se balader. Alors, c'est vraiment intéressant.
Parce qu'on va observer à la fois une sensibilité aux difficultés, on va observer que ça permet, cette réalité virtuelle, d'obtenir des souvenirs qui sont riches en détails contextuels, spatials. Et par ailleurs, autre point intéressant, c'est qu'on va observer des corrélations qui sont plus importantes entre l'évaluation de sa propre mémoire via les questionnaires et les résultats obtenus à cette tâche. Alors j'ai essayé d'utiliser, je dirais malheureusement, on est encore un peu trop tôt pour utiliser la réalité virtuelle, selon moi, pour l'évaluation, pour 2 raisons. Première raison, l'utilisation de l'outil va être très compliquée pour certains patients avec des troubles neurologiques. Et deuxième raison, je me suis culpabilisée pendant au moins 2 semaines après avoir eu un patient qui a été malade pendant toute une journée. Et avec mes collègues, on appelle un peu la réalité virtuelle la boîte à gerbites, là pour l'instant. Voilà, je pense que ça va s'améliorer, qu'on va mieux savoir contrôler les cybermalaises, savoir pour quel type de patient ça fonctionne bien ou pas. Mais là, à partir du moment où il y a du mouvement, or c'est ça qui est intéressant, c'est un peu compliqué. On peut utiliser la réalité virtuelle pour des choses beaucoup plus statiques. Et là, on a des choses qui sont vraiment super intéressantes. Mais pour quelque chose de dynamique, il y a encore, je pense, des choses à faire. Et en tout cas, pour le domaine de l'évaluation, quand on ne connaît pas encore bien le patient. Alors, sans doute, l'option la plus aboutie, au niveau théorique, c'est la TMI, sur laquelle il y a encore pas mal de collègues qui travaillent, qui est une tâche qui a été montée dans le cadre de la thèse de Caroline Pandaon sous la supervision de Marcel van der Linden, et qui a cet intérêt d'être facile à administrer, d'être avec des images de scènes, de petites scènes de la vie quotidienne qui seront encodées de façon incident, et dans lequel on va pouvoir à la fois s'intéresser à l'encodage de détails de la scène et de cette scène, et à la fois du lien que la personne va pouvoir faire avec sa propre identité. Autre idée vraiment intéressante, c'est d'évaluer plusieurs dimensions dans la phase d'évaluation, la récupération de détails, mais cela à un moment immédiat ou à long terme, après 7 jours, ce qui permet de régler, d'évaluer cet oubli accéléré. Et voilà comment ça se passe. Donc, dans la version initiale, il y avait 16 photos, une petite cover story. On va s'intéresser à vos habitudes. On va demander à la personne de décrire la photo pendant un bref temps, puis de dire en quoi l'activité est importante, et puis de le justifier pour vraiment renforcer ce lien avec l'identité, ce qui permet d'être en parfaite correspondance avec le cadre théorique proposé par Martine Conway. Donc ici, voilà, je vous ai mis le décours. Alors c'est une tâche qui est très intéressante, où on a pu voir que dans la thèse de Caroline, que cet encodage autocentré, autoréférencé permet d'augmenter la performance de mémoire. Ça, c'est vraiment une donnée qui était vraiment très attendue, et c'était bien de le retrouver ici. Et alors, juste pour l'anecdote, nous, on a un problème en Belgique, on a de plus en plus de primo-arrivants qui sont difficiles à tester, même s'ils parlent la langue française, pour les effets culturels. Et je l'ai testé sur une version plus brève à 12 items, et j'ai pu constater qu'au niveau de la précision, elle était résistante à l'effet de la culture, au contraire des tâches de liste verbale. Donc c'est très intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce qui est rappelé, le contenu va être différent, mais la quantité de détails rappelés va être identique. Donc là, c'est vraiment une tâche qui est vraiment à regarder. Alors voilà, il y a une équipe qui y travaille. Je pense que ce serait intéressant de travailler collectivement à la normalisation de cette tâche, de manière à pouvoir la mettre dans notre pratique clinique plus tard. Alors, je vais m'attarder maintenant à une autre solution que nous, on a utilisée à Liège, et que maintenant on introduit dans notre clinique avec cette tâche LRECAP, qui a été construit avec Maud Billet, donc c'est la première photo, qui est doctorante dans mon service, et Marie Gurten, qui est une proche collaboratrice.
qui est une tâche qui vise en fait à mimer un peu ce que je faisais déjà en entretien, qui était de questionner de façon très intensive les souvenirs épisodiques des patients qui venaient avec des plaintes de mémoire sur la dernière semaine. Donc c'était quelque chose, une habitude que j'avais pris et qui était très riche selon moi, hein. Ça permettait d'avoir une série d'informations au niveau de ces souvenirs d'événements personnels, et donc on a décidé de standardiser un petit peu ça via cette tâche. Alors c'est une tâche qui nécessite une méthode qui s'appelle l'Experience Sampling Method. On va installer avec l'autorisation du patient une petite application qui va pouvoir désinstaller par la suite, qui va lui envoyer des notifications 5 fois par jour pour savoir ce qu'il est en train de faire, de manière à pouvoir construire une tâche de mémoire centrée sur ses propres activités. Alors, ça ne prend pas beaucoup de temps au patient, on est plus ou moins à 15 secondes par activité. Donc, le patient va passer 1 à 2 minutes dans sa journée entre les 2 séances d'évaluation. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est vraiment des petites images clic-bouton. On va lui demander quelle est son humeur, est-ce que son humeur est en lien avec l'activité, où il est actuellement, avec combien de personnes, à quel point il apprécie ce qu'il est en train de faire, est-ce que l'activité est fréquente, à quel point l'activité est importante pour lui. Je suis partie en arrière, je suis désolée, voilà, je reviens. Combien de temps dure l'activité? À quel point il pense que l'activité, l'événement qu'il est en train de vivre va être mémorable et qu'il pourra s'en souvenir 1 semaine plus tard. Et puis, on va lui demander de décrire l'activité en 3 mots. Donc, ça va très vite parce que c'est vraiment des oui-non, des curseurs à déplacer, etc. Et on a un petit algorithme qui nous permet de choisir un événement par jour qui est l'événement le plus marquant. Autrement dit, un événement qui est celui qui est classé le plus mémorable, qui est associé à un affect émotionnel le plus important et qui est le moins banal. Nous, on va pouvoir reprendre les 3 mots indices de la personne et on va simplement dire, ben voilà vos 3 mots indices, qu'est-ce que vous étiez en train de faire. Dans un premier temps, on va demander à la personne de ne pas nous rappeler tout de suite le souvenir, mais simplement de générer l'accès à son souvenir. Nous, on va chronométrer le temps nécessaire pour reconstruire le chemin au souvenir. Et puis, on va demander à la personne d'évaluer sa phénoménologie selon différentes dimensions sous la petite application. Et puis seulement après, on va demander de rappeler le jour, le moment de la journée, le lieu, les personnes, etc. Et cela va nous permettre d'évaluer différentes dimensions. Première dimension, l'exactitude. Est-ce que le souvenir est correct en fonction de ce qui avait été encodé dans l'application? Deuxième dimension, la spécificité. Est-ce que les informations sont floues, vagues, ou est-ce qu'elles sont spécifiques? Donc si je prends le quand, par exemple, on peut avoir des patients qui vont me dire c'était au début de semaine, et puis on a des patients qui vont dire non, mais c'était le lundi avant le temps de midi, et donc là on a une information qui est spécifique. C'est une évaluation qui se fait très vite quand on a l'habitude, hein, on est à quelques minutes de correction des souvenirs du patient. Alors nous, en recherche, on va aussi évaluer la richesse des souvenirs. Ben alors là, c'est le cauchemar. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire en clinique. Il faut retranscrire le récit du patient, compter le nombre de détails. On est sur plus ou moins... Allez, ma doctorante qui est devenue une pro 45 minutes, moi je prends encore 1h30 par récit de personne. La phénoménologie, la métacognition. Est-ce que la personne est sûre ou pas de son souvenir? Alors, en quoi c'est intéressant de questionner ces souvenirs d'événements de la vie quotidienne et pas seulement d'utiliser nos CVT, etc. Je vais partir de ce cas, de ce patient MC qui est venu à notre consultation avec des plaintes sévères de mémoire autobiographique. Ce patient disait ne pas pouvoir se souvenir de lui-même de ces événements, hein, de la vie quotidienne, et d'avoir besoin de son meilleur ami pour situer les différents épisodes de vie. Et donc il avait ce meilleur ami qui était un peu sa mémoire externe, ce qui était pas mal handicapant, surtout dans sa relation de couple actuelle où sa compagne remettait pas mal de choses en question de ce qu'il racontait.
Alors, évidemment, dans le bilan, c'est quelqu'un qui a un bon niveau d'éducation, il était dans les normes pour toutes les tâches, alors que réellement, dans sa description, dans son entretien clinique, on a quelque chose qui semblait assez évident, d'un souvenir, enfin d'un déficit touchant la mémoire autographique. C'est quelqu'un qui a été pris en charge. On a fait la réminiscence sur base de carnet d'agenda régulière. On a installé des routines, une hygiène de réminiscence. Il a été satisfait de la prise en charge, mais bien évidemment, on n'a rien vu au niveau de changement du bilan d'évolution. Par contre, quand on prend notre tâche LRECAP, si vous regardez au-dessus, zut, on ne voit pas mon curseur. Bon, quand vous regardez au-dessus, où là on a les grands indices qui sont repris, on peut voir effectivement qu'il y a des difficultés au niveau de la précision de ces rappels. D'accord ? Et si on regarde de façon plus détaillée en dessous, on voit qu'il y a un problème surtout pour ce qui concerne le when, le moment. Et c'est quelqu'un qui a du mal à situer les différents événements de sa semaine. Il confondait un peu tous les jours de la semaine. Il pouvait récupérer les souvenirs, mais en les situant assez mal. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la phénoménologie aussi, on a une phénoménologie qui est pauvre, très pauvre. Alors je ne sais pas si vous avez aussi un bruit. Moi j'ai un retour avec un bruit un peu, un bruit blanc. Ça, vous l'avez pas? Non? Ah ben, parfait. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une réminiscence, enfin une phénoménologie qui est très faible, et ça pour les différents volets, autant sur les volets plus sensoriels que sur les volets qui dépendent des informations conceptuelles telles que les sentiments de cohérence. Et ce qu'on a pu observer, heureusement, c'est qu'après la prise en charge, au niveau de l'exactitude, on voyait une augmentation. On a vu qu'il était mieux capable de situer les événements dans le temps. Malheureusement, ça n'a pas totalement amélioré son impression de se souvenir avec ce sentiment de souvenir de qualité. Je vais prendre un autre extrême qui est une patiente que j'ai suivie avec ici Florine dans mon équipe, qui est une patiente qui, elle, au contraire, avait des difficultés plus sévères au niveau mémoire, pour lequel on a fait aussi une prise en charge centrée sur le rappel quotidien des événements, avec cette fois-ci une petite application. Alors, je vous ai mis en fin de slide une application qui est vraiment sympa, qui vient de sortir, que vous pouvez utiliser dans votre prise en charge. Et là, ce qu'on voit, c'est en rouge, c'est au niveau des tâches standards, elles restent déficitaires après la prise en charge. Il n'y a aucun, au niveau du bilan, il n'y a rien qui bouge, alors que finalement, ces souvenirs sont devenus plus spécifiques grâce à cette prise en charge. Donc, on a une sensibilité qui est intéressante. Et on le retrouve dans une autre étude de groupe menée avec une autre doctorante, Lisa Dussard, où on a testé des personnes qui venaient avec des plaintes de nouveau de mémoire et qui passaient à travers les mailles du filet de nos bilans. Vous pouvez voir l'indice de mémoire différée de la même, mais c'était comme ça pour tous les indices, on n'a pas d'effet. Alors que sur les évaluations subjectives de leur mémoire, on avait des différences quand on les compare à des personnes qui n'ont pas de plainte de mémoire. À deux échelles, la MMQ, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une échelle qui évalue la satisfaction, la capacité et les stratégies mises en place dans la vie quotidienne. Et puis au niveau de l'ART, qui est une autre échelle qui est intéressante, qui permet d'évaluer, c'est Bernstein qui a mis ça en place, d'évaluer la phénoménologie qui accompagne les souvenirs de la vie quotidienne. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir des souvenirs riches, cohérents, vivaces, ou plutôt appauvris, sans photos, etc. Donc là, on a vraiment deux groupes qui se distinguent au niveau de l'auto-évaluation, mais pas au niveau des évaluations classiques. Et on retrouve une faiblesse au niveau de l'exactitude dans cette capacité à rappeler les événements de la semaine et de nouveau des difficultés à placer ces événements correctement dans le temps. Alors, je vais vous citer encore une autre étude qui est assez sympa et qui nous montre cet intérêt d'aller vers une évaluation plus naturaliste de la mémoire. C'est une étude qui est en cours avec Charline Colson, ici en photo, qui fait partie de l'équipe d'Arnaud d'Argenbeau, un collègue qui travaille beaucoup sur la mémoire et la segmentation.
Et ce qu'on peut voir, ici, ce sont des patients avec des troubles neurologiques d'étiologie variée, c'est 9 patients, qui ici, pour certains, avaient des difficultés à nos bilans. Donc on a pu observer des difficultés à la sévérité, entre autres, et des difficultés au niveau de l'exactitude des événements rappelés et également de la spécificité. Ce qui était intéressant, c'est que ce n'est pas les mêmes patients forcément qui ont des déficits à l'un et à l'autre. On avait des patients qui étaient dans les normes OCVLT et déficitaires dans la capacité à rappeler des événements et le profil également inverse. Alors, ce qu'on a fait d'assez sympa avec Charline, c'est que dans le bilan neuropsychologique, à la deuxième séance, on a demandé aux patients et au contrôle de rappeler le contenu de la première séance de façon précise. Donc on a demandé de dire qu'est-ce qu'on a fait et dans quel ordre on l'a fait. Donc on a fait une tâche de mémoire où on pouvait contrôler l'événement à la base. Donc on s'est dit finalement en bilan neuropsychologique c'est une sorte d'événement standardisé, donc on va pouvoir l'utiliser, alors ce qu'on fait de façon naturelle dans notre clinique, si ce n'est qu'on a structuré l'évaluation, et on va regarder qu'est-ce qui corrèle avec quoi. Et alors là, c'était assez étonnant, enfin non, pas étonnant, mais assez plutôt joli comme résultat. C'est qu'on remarque que finalement, les patients, ils s'évaluent plutôt bien, si on croit les corrélations. De nouveau avec l'ART qui est centrée sur la phénoménologie et le QM que vous connaissez bien, qui est plutôt basé sur la fréquence des souvenirs dans différentes situations de vie, eh bien on voit que ça corrèle tout à fait bien avec le souvenir de la séance déroulée une semaine avant. D'accord ? Première chose. Et puis, ce qu'on voit, c'est que les souvenirs des événements déroulés la semaine, ça corrèle également avec cette mémoire des séances et le tout corrèle avec le tout, sauf avec le CVLT, qui corrèle avec rien. D'accord ? Ça nous montre bien que le CVLT, il est intéressant. C'est un outil, je ne dirai jamais il faut jeter ces outils, mais ça nous informe sur la capacité d'apprentissage et de sémantisation d'une information avec cet apprentissage répété. On n'est pas sur les souvenirs des événements dynamiques de la vie quotidienne. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est différent. Autre donnée que je voulais vous montrer, c'est aussi une étude qui est encore en cours de réalisation par Maud Billet. Ici, elle a testé des patients traumatisés crâniens à Paris à des contrôles. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est des profils légers et modérés. On leur a demandé de faire une tâche de segmentation, donc ils ont pu voir une petite vidéo et on leur a demandé de couper la vidéo en événements. On appelle ça en entité d'expérience. Ce qu'on a regardé, c'est le nombre de segmentations, mais aussi c'est la cohérence de la segmentation. Est-ce que la personne appuie bien lorsqu'il y a une activité qui se termine ? D'accord ? Qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, la segmentation, cette capacité de segmentation va prédire la qualité des souvenirs de la vie quotidienne déroulée sous la semaine. On a un effet de groupe qui était attendu, mais on a cet effet de segmentation qui montre bien que les événements qui sont rappelés, ils ont dû faire cet objet de segmentation, et donc cette compétence de segmentation est importante dans ce mécanisme. Et on a reproduit cela avec des patients d'étiologie variée. Ici, cette personne avec des lésions acquises, et on observe le même profil, une segmentation qui est moins bonne et qui va prédire. Ici, c'est non significatif, mentionné seulement sur cette sujet. Ok, alors la question que vous vous êtes tous posée, c'est waouh, 5 notifications par jour, mais qu'est-ce que c'est intrusif ? Et c'est vraiment une question qu'on s'est posée nous-mêmes. Est-ce qu'on va vers là ? Est-ce que c'est acceptable ? Et donc finalement, on s'est dit, on va poser la question aux personnes à qui on administre la tâche. Ce n'est pas à nous de répondre. Alors, premier élément de réponse, c'est que pour l'instant, on a testé plus de 200 personnes avec cette tâche, et il y a seulement 4 personnes pour lesquelles on n'a pas pu faire la tâche de mémoire par la suite parce qu'ils n'avaient pas répondu à suffisamment de notifications. Donc là, au niveau de réponse à l'outil, c'est pas mal. Maintenant, à 135 personnes de 18 à 80 ans, on a posé différentes questions.
Est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce que c'est intrusif? Est-ce que ça influence vos activités? Est-ce que ça influence votre humeur? Ça va de 0 à 100 sans c'est une évaluation négative. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en dessous de 50. Donc oui, c'est un peu intrusif, hein. Les personnes n'ont pas mis 0, mais c'est tout à fait raisonnable. Et d'ailleurs, c'est ce que les personnes dans des entretiens plus qualitatifs nous ont rapporté. Et par ailleurs, la difficulté d'utilisation, elle est très faible. Et on a un effet de l'âge au niveau de cet item, mais il est vraiment tout petit. Et les personnes les plus âgées restent quand même avec des évaluations qui sont, voilà, ils vont mettre 20 sur 100 au niveau de la difficulté. Donc ça semble tout à fait utilisable. Donc voilà, ça semble malgré tout quand même assez accepté par les patients. Alors autre point qui est intéressant, c'est que là pour l'instant on a juste analysé 15 participants, on doit le faire encore avec 15 autres, donc c'est des données préliminaires, mais on a fait ça à plusieurs mois d'intervalle. La qualité des souvenirs rapportés sont très stables dans le temps, comme vous pouvez les voir avec ce test qui est à 0,92, ce qu'on observe assez rarement dans nos tâches. Donc là, c'est vraiment une bonne chose. Et au niveau de l'accord interjuge, on est sur quelque chose de tout à fait acceptable, etc. Donc les différents cliniciens qui utilisent l'outil ont assez facile à comprendre comment évaluer la spécificité, les différents types de détails. Alors sur la clé USB, je trouve ça magnifique comme idée, bravo pour cette initiative. On vous a mis voilà, deux chapitres si vous voulez aller voir plus loin sur la mémoire épisodique, la segmentation. C'est cet article qui remet de la nuance sur l'intégration des données sémantiques et épisodiques au sein de nos souvenirs. La tâche et le récap, elle est déposée sur une plateforme qui s'appelle Tool2Care, qui est une plateforme qu'on a menée avec une centaine de cliniciens en Belgique, qui est une plateforme de partage d'informations sur les outils. Malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas de subside, donc il y a un abonnement qui est moins cher que Netflix, mais il y a quand même un abonnement. Si vous ne voulez pas payer l'abonnement, vous pouvez me contacter et je peux vous donner les informations sur RECAP, mais également sur l'ART si vous voulez. C'est comme je disais, un questionnaire qui évalue la phénoménologie. Et comme c'est un moment de partage, Vincent me disait, je partage avec vous cette petite application, nouvelle application qui nous permet de faire de la réminiscence avec nos patients. Ça permet aux patients d'encoder des souvenirs dont ils ont envie de se souvenir avec une petite vidéo, une petite information conceptuelle, une petite phrase, et puis l'application va régénérer, envoyer des notifications en disant « venez voir vos souvenirs » et de façon accélérée, ça mime un peu l'hippocampe qui compresse nos souvenirs, qui passe en accéléré nos souvenirs, ça fait un peu pareil. C'est l'équipe de Morgan Behrens qui a mis cette application en place et pour l'instant mes patients adorent. Donc c'est ça, je me suis dit je vais le partager avec vous. Elle est gratuite, elle est sur les stores. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour cette première présentation, vu que vous allez devoir me subir encore une vingtaine de minutes par la suite avant le repas. So you think you could tell